Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. En ce moment il y a une crise sécuritaire au Mali. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Nos frères maliens, pays de l'AES sont dans un combat de libération. Alors que se passe-t-il qu'aujourd'hui on dise que le pays connaît un blocus, ils ont appelé ça blocus quoi? Blocus sécuritaire, blocus économique même, à Bamako. Bon, que se passe-t-il? Depuis 2012, d'après les informations que j'ai recueillies, il y a eu un conflit entre les djihadistes et l'État malien depuis 2012. Voilà, et ça a sérieusement secoué jusqu'en 2015 où l'État malien a trouvé un accord avec le concours des Nations Unies avec les terreaux. C'était en 2015. Ils ont conclu un accord en 2015. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le 8 février 2024, les Nations Unies décident de se retirer du pays. Donc l'année passée, ils sont retirés du pays, certainement parce que le Mali n'est plus, ne se laisse plus bouffer, ne se laisse plus escroquer, piller par ces gens-là. Alors les Nations Unies se sont retirées du Mali donc le 8 février 2024. Et curieusement, il y a une grande montée de l'influence des terreaux dans le pays. Il est à noter ici que les Français, d'après les informations que j'ai eues, les Français ont été au cœur des opérations de lutte contre les terreaux au Mali pendant 9 ans. Ils n'ont pas pu. C'est-à-dire qu'ils font semblant de combattre les terreaux, mais les entretiennent aussi pour qu'ils aient la chance de piller le pays tranquillement. Bref, ils maintiennent le pays dans un climat d'insécurité pour que ça leur profite, afin qu'ils pillent le pays. C'est le même schéma qui se passe en RDC, à l'est de la RDC, où on met le pays dans un climat d'insécurité pour qu'on permette au Rwanda de piller les matières premières que le Rwanda avait l'habitude de vendre à l'Union européenne. N'oubliez pas que l'Union européenne a aussi signé un accord d'exploitation comme ça avec le Rwanda, qui devait lui fournir des matières premières qu'on ne retrouve même pas au Rwanda. Donc il fallait nourrir justement un climat d'insécurité dans la zone pour que le Rwanda ait le temps de piller ces matières premières pour le vendre à l'Union européenne. Bref, c'est un peu comme ça cette mafia. Alors donc on dit les Français ont eu un séjour de 9 ans, n'est-ce pas, pour lutter contre les terreaux au Mali, n'ont jamais pu. Voilà, on précise également que les groupes djihadistes mènent un blocus économique de Bamako. Voilà, comme pour se moquer un peu des Russes qui sont là-bas, pour dire les Russes ne peuvent rien face à ça. Bon. Comment est-ce que l'Union africaine a réagi? Parce que, d'après ce qu'on explique, il y a plus de 390 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Donc il y a une certaine instabilité. Les gens fuient pour leur vie. Voilà. Et même les grandes voies terrestres restent déconseillées. Parce que dès que vous prenez les routes nationales, vous êtes tout de suite attaqué, vous êtes la cible des attaques des terreaux qui peuvent soit vous enlever. Et comment est-ce que ces terreaux fonctionnent? Très souvent, ils font du trafic, n'est-ce pas? Ou de la contrebande. Ils peuvent vendre, je sais pas, tout ce qui est interdit. Ça devient leur source de revenus. Ils peuvent faire des prélèvements sur la population. Ça dit que s'ils arrivent dans votre village, vous leur payez des taxes. Ils deviennent comme des nouveaux gouvernants. Ou alors, ils reçoivent du financement de l'étranger. Bon, je crois que cet argument est le plus vrai. Ou alors, ils procèdent par des rançons. Voilà. Comment est-ce que l'Union africaine a réagi? L'Union africaine a pondu un communiqué et a demandé à ce qu'il y ait une action urgente au Mali. L'Union africaine demande à ce qu'il y ait une action urgente au Mali pour aller sauver les Maliens. Bon, quand on sait que l'Union africaine est sponsorisée par l'Union européenne, il a lieu de se poser la question de savoir est-ce que l'Union africaine agit de son propre chef ou elle est instrumentalisée par l'Union européenne qui veut trouver le prétexte d'aller aider les Maliens, les déstabiliser davantage, et leur arracher leur souveraineté. Ça, c'est pas possible. Mais comment est-ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, a réagi? Il a fait un communiqué, on va l'écouter rapidement. Et après, on va voir quelles leçons on peut tirer de cette histoire. On y va. Je dois dire que nous avons été un peu surpris par certaines dimensions, certaines expressions de ce communiqué qui, de notre point de vue, reprenait le narratif des groupes terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers, notamment quand ils parlent de blocus. Et vous savez qu'il n'y a pas de blocus. Il y a certainement des entraves à l'approvisionnement des produits pétroliers. Il y a des perturbations, mais il n'y a pas de blocus qu'une organisation continentale reprenne ce type de narratif, crée naturellement des préoccupations à notre niveau, parce que nous estimons que l'Union africaine aurait dû prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe au Mali,
pour s'informer de la réalité du Mali et sur la base de ça, voir quelles sont les attentes des Maliens et quels sont les besoins éventuels des Maliens. Et dans ce contexte, il y a aussi un appel qui a été lancé pour une action urgente au Mali. Nous pensons qu'aucune action ne peut être envisagée ou engagée sur le Mali sans les Maliens, sans le consentement de l'État malien, sans que l'État malien ne soit demandeur. Voilà, les amis, vous avez suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, qui dit que il regrette déjà que l'Union africaine ait repris le narratif des terreaux et de leurs sponsors étatiques de l'extérieur, vous comprenez. Là où il parle de blocus, il dit qu'il n'y a pas de véritable blocus, il y a juste des perturbations. Pourquoi parler de blocus? Ça, c'est le langage, le narratif des Occidentaux. Voilà. Et il dit encore qu'aucune action urgente ne peut être menée au Mali sans le consentement des Maliens, sans l'aval des autorités maliennes. Mais comment est-ce que l'Union africaine ne peut d'abord pas chercher à contacter les dirigeants du Mali pour bien s'imprégner de la situation avant de demander à ce qu'on intervienne urgemment au Mali? Quand on dit souvent que c'est la main qui donne, qui commande. Tant que l'Union africaine va dépendre de l'Union européenne, elle demeurera une marionnette. Vous voyez, ça c'est un prétexte qu'on trouve pour attaquer encore le Mali. Voilà, quelle leçon on peut tirer de cette histoire? Parce que ça nous interpelle tous, nous sommes africains, nous nous battons pour le panafricanisme. Je crois que j'ai retenu ici 4 leçons principales. La première leçon, c'est que tant que vous, Africains, vous allez vous laisser voler vos richesses pour vous appauvrir, hypothéquer l'avenir de vos enfants, vous serez toujours dans une paix apparente. Tous les pays africains francophones qui sont dans une paix apparente aujourd'hui sont dans cette paix parce qu'ils se laissent voler. C'est des pays qui, au fil du temps, seront bien appauvris. Leurs enfants et leurs petits-enfants n'ont pas d'avenir. Ça, c'est déjà évident. Alors, quand vous allez décider de vous accaparer de vos richesses, d'arracher votre souveraineté, vous serez combattu. Comme aujourd'hui, on combat le Burkina, on combat le Mali, on combat le Niger, on combat le Cameroun, qui très souvent oublié, mais le Cameroun a le même combat. Bien avant que tous ces pays-là y soient là. Voilà. Tous ceux qui sont apparemment comme la leçon, parce que ils sont volés, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la nécessité de nationaliser nos ports. Quand vous entendez parfois que les terreaux sont plus armés que l'armée régulière, ça passe par les ports. Tant que vos ports seront gérés par les Blancs, vous n'aurez jamais de véritable souveraineté. Vous avez compris ça? Chassez Bolloré de vos ports. Nationalisez vos ports, qu'ils soient gérés par les nationaux. Ainsi, la souveraineté est garantie de ce côté. Si tu remets la clé de ta chambre au voleur, ne sois pas surpris qu'on te pille. C'est évident. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon ici, c'est la nécessité d'être unis pour demeurer plus fort. Il faut que les Africains apprennent à être unis. C'est très important. Si les Africains étaient unis, est-ce que l'Union africaine serait en train d'être manipulée comme ça? Parce qu'elle est manipulée. Il faut que les Africains soient unis, parce que tant que vous allez affronter l'oppresseur occidental de manière individuelle, vous en sortirez très souvent perdant. Vous ne serez pas militairement fort par rapport à ces gens. Ils utiliseront toujours vos compatriotes ou vos frères africains contre vous. L'union de l'Afrique reste une nécessité si on veut être un continent fort et si on veut pouvoir se défendre. Ça, c'est la troisième leçon. La quatrième et dernière leçon ici, c'est la nécessité pour les Africains de voter objectivement. Beaucoup d'Africains, quand ils vont aux élections, nous voulons le changement, ils veulent juste changer de personne. Mais ils ne savent pas que nos politiques africaines, en francophone, sont liées à la géopolitique. Les Occidentaux ont un sous-sol pauvre. Ils ont besoin de vos matières premières. De ce fait, vous n'irez jamais aux élections de manière libre et indépendante. Il y a très souvent des candidats infiltrés, des Africains de petits esprits ou de petits manipulés, ou tout simplement des pauvres mentors qu'on manipule contre leur propre avenir et contre l'avenir de leurs enfants, tout simplement parce qu'on va leur promettre un petit poste au soleil, ou parce qu'on va leur garantir un avenir pour leurs enfants, ils vont sacrifier l'Afrique. Alors quand vous partez voter, il faut parfois tenir compte de tout ça. C'est pas parce qu'un président vous énerve que vous pensez qu'en vous changeant, vos conditions de vie vont changer. Non, ça peut être pire. Vous comprenez? Quand vous vous plaignez d'un président, l'Occident voit. Même si ce président c'est l'Occident, on peut l'enlever s'il devient impopulaire, on met quelqu'un d'autre qui viendra continuer le travail de l'Occident. Et vous allez croire que vous êtes libéré en temps où vous ne l'êtes pas. Vous avez compris? Voilà, c'est la leçon qu'on peut retenir un peu de cette situation au Mali, c'est qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker, je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche à la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix à la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire au Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.
Le Mali traverse aujourd'hui une crise sécuritaire qui interpelle tous les Africains soucieux de l'avenir du continent. Nos frères maliens sont engagés dans un combat profond pour leur souveraineté, leur sécurité et la protection de leurs ressources. Cette situation n'est pas un simple épisode d'instabilité passagère. Il s'agit d'un enjeu de fond qui révèle les fragilités de nos systèmes et l'importance de réfléchir collectivement à la manière dont l'Afrique peut se préserver face aux pressions extérieures. Dès le départ, il faut le dire clairement, comprendre ce qui se passe au Mali, c'est interroger le modèle de gouvernance, la maîtrise de nos richesses et notre capacité à défendre nos populations. La chaîne « Quelles leçons pour l'Afrique » rappelle ici que chaque crise, chaque tension et chaque intervention étrangère doit être analysée pour en tirer les enseignements capables de transformer notre continent et de réveiller sa conscience collective. Depuis 2012, le Mali est confronté à des conflits qui ont profondément secoué le pays, entre groupes armés et autorités nationales. Les accords signés en 2015 avec le concours des Nations Unies ont apporté une pause, mais ils n'ont pas résolu les causes profondes de l'instabilité. Le retrait des Nations Unies en février 2024 marque un tournant. Il ne s'agit pas seulement d'un vide sécuritaire, il s'agit aussi de la fin d'une tutelle extérieure et de l'affirmation d'une volonté malienne de ne plus se laisser dicter sa politique ou spolier ses ressources. La leçon est claire, l'Afrique ne peut compter uniquement sur les forces extérieures pour sécuriser ses pays. Elle doit développer ses propres mécanismes de défense, ses institutions solides et ses stratégies de gouvernance adaptées à ses réalités. Chaque perturbation ou attaque rappelle que la liberté, la sécurité et la souveraineté ne se négocient pas et que l'action collective des Africains est indispensable. Les interventions étrangères et la montée de certaines influences dans le pays illustrent à quel point la géopolitique pèse sur la vie des peuples africains. Les opérations françaises, présentes pendant 9 ans, n'ont pas éliminé l'insécurité mais ont souvent entretenu des conditions favorables à l'exploitation des ressources et au maintien d'un climat instable. Cette logique n'est pas propre au Mali. Dans l'est de la RDC, des interventions semblables ont permis à certaines puissances régionales et à des acteurs internationaux de profiter de matières premières, au détriment des populations locales. Quelle leçon pour l'Afrique souligne que la souveraineté ne se limite pas à la gestion politique. Elle implique également le contrôle de l'économie et de toutes les infrastructures stratégiques. Il est crucial pour l'Afrique de comprendre que les conflits peuvent servir de couverture à des intérêts économiques extérieurs et que la maîtrise de nos ressources est la condition de notre indépendance réelle. Le concept de blocus économique, largement relayé par certains médias, mérite un examen attentif. D'après l'analyse de Hyacinthe Fouda, il ne s'agit pas d'un blocus total, mais de perturbations dans l'approvisionnement, qui révèlent la vulnérabilité du Mali face à des pressions extérieures et à des manipulations géopolitiques. Cette situation met en évidence les limites de l'Union africaine et de l'Union européenne dans leur capacité à intervenir de manière réellement indépendante. La leçon est que l'Afrique ne doit jamais accepter des narratifs imposés par d'autres, même lorsqu'ils semblent bienveillants. Comprendre la réalité derrière ces mots, questionner la source des informations et rester vigilant sont des conditions indispensables pour défendre notre souveraineté et préserver notre dignité. Chaque Africain doit se demander, sommes-nous maîtres de nos choix, ou laissent-nous d'autres définir notre réalité à notre place? L'intervention des autorités maliennes, en particulier celle du ministre Abdoulaye Diop, met en avant un principe fondamental. Aucune intervention ne peut être légitime sans le consentement du peuple concerné. Cette exigence n'est pas seulement une question de protocole, elle est une règle de responsabilité et de respect envers les populations. Elle illustre une leçon essentielle pour tous les Africains. La souveraineté ne se délègue pas, elle se conquiert et se protège. L'Union africaine, instrumentalisée ou non, ne peut agir efficacement que si elle respecte la voix et les décisions des États africains. Pour la chaîne, quelle leçon pour l'Afrique? Cette situation est un appel à la vigilance collective, à la conscience citoyenne et à la nécessité d'un engagement actif de chaque Africain dans la protection de son pays et de ses ressources. 4 leçons majeures se dégagent de cette crise malienne et méritent une réflexion approfondie pour toute l'Afrique. La première leçon concerne le pillage des ressources. Tant que les pays africains laisseront leurs richesses être exploitées sans contrôle, ils resteront dans une paix fragile et apparente. Les enfants et petits-enfants paieront le prix de notre inaction. La deuxième leçon est la nécessité de contrôler nos infrastructures stratégiques, notamment les ports et les zones économiques clés. La souveraineté réelle ne peut exister que si ces lieux sont gérés par des Africains pour des Africains. La troisième leçon est l'unité continentale. Une Afrique divisée est vulnérable, manipulable et incapable de défendre ses intérêts. L'union politique et économique reste la condition de notre force collective. Enfin, la quatrième leçon concerne la responsabilité civique, voter de manière lucide et stratégique, comprendre les enjeux géopolitiques et résister aux manipulations est indispensable pour protéger notre avenir et celui de nos enfants. Cette analyse, loin de se limiter à la critique, invite à une prise de conscience collective.
Elle rappelle que chaque Africain, en comprenant les dynamiques qui traversent le continent et en agissant avec lucidité, peut contribuer à construire un avenir plus sûr, plus souverain et plus juste. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette mission en montrant que la connaissance et la réflexion sont des instruments de transformation. Comprendre le Mali, ce qu'il traverse et ce qu'il représente pour l'ensemble du continent, c'est comprendre que la liberté, la souveraineté et le développement dépendent d'une action coordonnée, éclairée et responsable de tous les Africains. C'est un appel à la vigilance, à l'engagement et à l'unité, car seule une Afrique consciente et solidaire pourra faire face aux défis qui se présentent et garantir un avenir digne pour ses peuples. Si l'on prend du recul, ce que traverse le Mali n'est pas un simple problème local, mais un miroir pour toute l'Afrique. Chaque perturbation, chaque tension et chaque ingérence extérieure nous rappelle que le continent est confronté à des défis qui dépassent la seule dimension sécuritaire. La situation malienne nous interpelle sur notre capacité collective à protéger nos richesses, à garantir la souveraineté de nos États et à construire des institutions qui ne soient pas à la merci d'intérêts étrangers. Ce constat est dur, mais nécessaire. Tant que l'Afrique ne se penchera pas sur ses failles et ne prendra pas des décisions stratégiques pour ses peuples, elle restera vulnérable. Quelle leçon pour l'Afrique n'a jamais eu pour mission de critiquer pour critiquer. Sa démarche est de mettre en lumière ce que chaque citoyen doit comprendre pour participer activement à la transformation de son continent. Le blocus économique évoqué dans certains récits n'est qu'un exemple parmi d'autres de la manipulation des perceptions. Hyacinthe Fouda souligne qu'il ne s'agit pas d'un blocus total, mais de perturbations qui révèlent l'emprise de certains acteurs sur la logistique et les infrastructures. Cette nuance est essentielle, car elle illustre la manière dont les narratifs extérieurs peuvent influencer l'opinion et servir des agendas politiques ou économiques étrangers. Les Africains doivent apprendre à ne jamais se contenter des apparences. Chaque information, chaque communiqué et chaque action extérieure doit être analysée avec lucidité. L'Union africaine et l'Union européenne, dans ce contexte, montrent que les intentions peuvent être instrumentalisées et que la vigilance continentale est indispensable. La leçon pour l'Afrique est simple mais profonde. La conscience collective et l'autonomie stratégique sont nos seules protections contre la manipulation et le pillage. L'unité africaine est une nécessité qui ne peut plus être remise à demain. Tant que nos pays restent divisés, les interventions extérieures seront faciles à justifier et à imposer. Le Mali, le Burkina, le Niger, la RDC et le Cameroun illustrent ce schéma. Chaque pays, lorsqu'il tente de défendre sa souveraineté et de contrôler ses ressources, se heurte à des pressions internationales, souvent déguisées en actions humanitaires ou sécuritaires. Cette réalité impose une réflexion cruciale. L'Afrique ne sera forte que lorsqu'elle agira comme un bloc solidaire. Cette solidarité ne peut être superficielle, elle doit être concrète, stratégique et organisée autour de projets communs de défense, de gouvernance et de développement économique. Quelle leçon pour l'Afrique appelle ici chaque citoyen à mesurer l'importance de l'unité et à soutenir des initiatives qui renforcent la cohésion continentale, car c'est de cette unité que dépend notre pouvoir collectif. La souveraineté économique est un autre axe majeur de réflexion. Le contrôle des ports, des ressources naturelles et des infrastructures stratégiques est le fondement même de l'indépendance. Fouda insiste sur la nécessité de nationaliser nos ports et de garantir qu'ils soient gérés par des Africains. Tant que les richesses et les infrastructures stratégiques resteront entre les mains d'intérêts étrangers ou de réseaux manipulables, nos nations resteront à la merci de forces extérieures. Cette prise de conscience doit être partagée à tous les niveaux de la société, des dirigeants politiques aux entrepreneurs, des communautés locales aux jeunes Africains. Chacun doit comprendre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une responsabilité concrète qui engage l'avenir de tout le continent. La participation politique et le vote éclairé constituent la 4e leçon majeure. Hyacinthe Fouda rappelle que de nombreux Africains se contentent de changer de dirigeant sans mesurer les implications géopolitiques et économiques de leur choix. Le contrôle extérieur, les promesses de postes ou d'avantages immédiats, et la manipulation des électeurs compromettent l'indépendance de nos nations. Il devient donc impératif que chaque citoyen africain développe une conscience politique lucide. Voter n'est pas un acte anodin. C'est un acte de responsabilité envers soi-même, sa communauté et les générations futures. Comprendre le lien entre la politique intérieure et les enjeux géopolitiques permet de résister aux manipulations et de choisir des dirigeants capables de défendre véritablement les intérêts du continent. Quelle leçon pour l'Afrique incite ses spectateurs à considérer le vote comme un outil de souveraineté et de transformation durable. La situation malienne est également un rappel que les crises sont des occasions d'apprendre et de grandir. Chaque perturbation, chaque attaque et chaque pression extérieure doit être analysée non seulement comme une menace, mais comme une leçon. Les Africains doivent s'inspirer de ces expériences pour renforcer leurs institutions, développer des stratégies de sécurité adaptées et construire des systèmes économiques autonomes. La chaîne insiste sur ce point.
L'analyse de la crise n'est pas une fin en soi, elle doit être le point de départ d'une réflexion collective sur les moyens de bâtir une Afrique forte, consciente et souveraine. En regardant plus loin, il est évident que l'Afrique a le potentiel de se relever de ces crises. Les ressources existent, les talents sont présents et la volonté de transformation est palpable chez de nombreux Africains. Le problème n'est pas le manque de moyens, mais souvent le manque de coordination, de vision stratégique et d'unité. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Comprendre les enjeux, soutenir les initiatives locales, participer activement aux décisions politiques et économiques, et partager les connaissances. La chaîne Quelles leçons pour l'Afrique incarne cette démarche en offrant une lecture lucide, critique mais constructive, des événements du continent, afin de susciter une prise de conscience et un engagement collectif. Il faut également rappeler que l'espoir n'est jamais perdu. Le Mali et d'autres pays africains peuvent montrer la voie si chaque citoyen choisit la vigilance, la responsabilité et la solidarité. La souveraineté ne se conquiert pas seule, elle se bâtit dans la conscience collective, dans la défense des ressources et dans la capacité à résister aux manipulations extérieures. Cette crise, comme toutes les crises, contient une richesse de leçons pour l'Afrique, apprendre à se défendre, à se gouverner, à protéger ses richesses et à s'unir. Le message final de Quelles leçons pour l'Afrique est clair. Nous ne sommes pas condamnés à subir les pressions extérieures. Nous avons les outils, la force et la sagesse nécessaires pour transformer ces défis en opportunités de renaissance et de souveraineté durable. Chaque observation, chaque analyse et chaque appel à la réflexion n'ont qu'un but: éveiller les consciences et encourager une action concrète. La sécurité, l'unité et la souveraineté sont des piliers qui dépendent de la participation de chacun. En partageant, en commentant et en diffusant ces analyses, chaque spectateur devient un acteur de changement. Ce n'est pas seulement une question de médias ou de politique, c'est une responsabilité citoyenne qui engage l'avenir de tout un continent. Le Mali n'est pas isolé, ce qui s'y passe nous concerne tous. Les leçons à tirer sont universelles: vigilance, solidarité, responsabilité et action collective. C'est ainsi que l'Afrique pourra, enfin, tracer sa propre voie, défendre sa dignité et garantir un avenir digne à ses enfants.